au démarrage, quand j'ai débarqué, et c'est vrai, j'avais aucune légitimité. C'est une meuf de 30 ans qui se lance dans le papier, qui a jamais fait ça. C'est l'industrie bien vénère. Pour réussir un business, faut d'abord trouver un truc que tu serais prêt à faire pendant 10 ans, tu vois. Je suis pas restée fermée dans mes réflexes de start-up. Je dois me plier au code de l'industrie. J'ai fait quand même des chiffres d'affaires très intéressants via LinkedIn. Le personal branding, c'est 1% de toi que tu choisis de montrer. Je pense quand même que ce 1%, il doit être vrai. Mon personal branding, quand il est très sincère, il marche mieux que quand il est un peu, pas tiré par les cheveux, tu vois, mais un petit peu trop convenu. Salut Audrey, bienvenue. Merci Mathieu, salut. Ravi de te recevoir sur Bonne Réputation. Ouais, on s'était rencontrés en 2019 très brièvement au tout début de Poppy. Ouais. Et depuis, 5 ans après, tu tiens toujours la barre avec une trajectoire magnifique pour Poppy, donc bravo pour ça. Merci, c'est gentil. Ouais, on va pas mal en parler. Et tu fais partie de ces fondatrices, de ces entrepreneurs qui prennent la parole en leur nom pour incarner leur marque, qui prennent la parole aussi au service de messages et de causes qui les dépassent. Et ça, je trouve ça plutôt inspirant. C'est pas facile à faire. Et du coup, la question fil rouge que je vais essayer que je voulais essayer de suivre sur cet épisode, c'était comment incarner sa marque quand on est fondateur, fondatrice de son entreprise, au service de son business et au service de causes qui nous dépassent. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, toi et puis Poppy. Très bien, déjà merci pour l'invitation. Effectivement, en 2019, je venais de créer de Poppy puisque j'ai créé la marque j'ai dû l'immatriculer en avril 2019 et j'ai lancé un Ulule en septembre 2019 pour lancer vraiment le business, pour que ça devienne autre chose que juste quelque chose dans ma tête et des business plans avec des industriels. Et je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants et j'ai créé Poppy, qui est une marque de papier d'hygiène, historiquement une marque de papier toilette qui est en papier recyclé, fabriqué en France, sans produits controversés. Après, c'est devenu plus, à savoir tout type de papier d'essuyage, mais historiquement, c'est une marque de PQ. Voilà. Super intéressant. Je me souviens effectivement, on s'était parlé, t'étais au tout début du projet, ça s'est lancé avec un projet Ulule. Moi, j'avais, avant de parler beaucoup de toi et de ta marque personnelle, une question sur comment tu t'y étais prise pour créer la marque Poppy. Ce qui est intéressant, donc déjà, tu dis la marque Poppy, alors que moi, au tout début, vu que je venais quand même du monde du service, parce que j'étais associée dans une agence de notation, je pense pas que j'ai eu en tête de créer une marque. Je pense que je me suis dit, je vais créer une entreprise. Donc, tu vois, j'ai pas un profil de marketeuse au départ, honnêtement. Donc, tout ça n'était pas parfaitement conscient, je pense. En tout cas, je voulais créer une entreprise. Et c'est petit à petit que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais créé une marque et que dans cette marque, je peux mettre plein de choses. C'est comme ça aussi que j'en ai créé une autre, puisqu'on a une autre marque qui est une marque pour les professionnels. Et j'ai réalisé que j'aimais lancer des marques, mais mon but premier, ça a été, et ce sera toujours de créer une entreprise quand même. Et tu vois, ce que je réalise en ce moment aussi, c'est que toutes les entreprises qui se sont créées en lançant des marques ont survécu, surtout en ce moment où c'est quand même assez dur. Tu dois avoir pas mal de posts LinkedIn où tout le monde meurt petit à petit. Et je pense que justement, ceux qui meurent, c'est ceux qui n'ont que des marques. Alors que créer une entreprise, et il se trouve que c'est une marque en plus, c'est un peu différent. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond parfaitement à ta question. Je vais peut-être revenir sur la marque en elle-même, mais j'ai voulu créer une entreprise en tout cas au départ. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui. Ouais, voilà. mais ça n'a pas changé, en tout cas au niveau du nom de la marque, c'était Poppy déjà à l'époque. C'était déjà Poppy, t'as raison, mais l'entreprise s'appelle Pouparesp. Et alors c'est une marque à part entière, puisqu'en fait, Pouparesp, ça veut dire la pousse du papier responsable, et Sopalin, ça veut dire la société du papier linge. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Sopalin. Donc tu vois, même dans le nom de la holding, c'est un petit clin d'œil à un branding du papier. Voilà. Merci pour ça. Je posais la question aussi parce que je sais, alors ça c'est peut-être venu a posteriori, qu'il y a un super storytelling, même si c'est basé sur du vrai, associé à Poppy. Moi, ce qui m'avait marqué, et quand on s'est rencontrés en 2019, pour le contexte, on s'était rencontrés pour potentiellement que je travaille avec Audrey, donc j'étais un des nombreux, peut-être des nombreux candidats, c'était il y a 5 ans, mais je me souviens tu m'avais raconté une histoire, et ça m'avait vachement plu. Il me semble, et tu le diras mieux que moi, qu'il y avait une histoire de ta famille, qui a une forêt, et donc que ça venait de là. Et peut-être qu'on peut en parler. Ouais, on peut en parler, surtout que ça a un peu évolué en fait. Donc moi, je viens d'une famille. Ma maman est espagnole, donc petite fille d'immigrés espagnols d'un côté. De l'autre côté, mon père vient des Landes. Il se trouve que mon grand-père vendait du bétail, donc je viens pas d'une famille milliardaire, mais dans les Landes, il se trouve qu'il laissait bien démerder. Il a fini par avoir quelques hectares de pin.
Et donc, au fur et à mesure, en fait, cette forêt, plus personne n'en tire rien. Elle est nettoyée régulièrement, mais ça ne nous rapporte rien. Une fois tous les 50 ans, on les coupe et on se fait un petit peu de... Il paraît qu'on se fait un petit peu d'argent à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, c'est dommage, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois qui est déjà coupé ? C'est-à-dire qu'on ne fait pas la démarche de le couper pour un business, mais on est obligé de nettoyer la forêt et donc de l'utiliser. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois, du papier ? Quel est le papier qui est utilisé tous les jours et par tout le monde ? Et le papier toilette, je trouvais ça marrant. Comme c'était à côté de mon vrai travail de l'époque, c'est parti d'un hobby et d'une volonté d'utiliser quelque chose qu'on avait en famille et qui n'était utilisé par personne. Moi, mes parents, ils étaient profs de philo. Tu vois, c'était pas l'esprit business. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Et donc c'est parti de là. On n'a pas pu utiliser le bois parce que c'est de mauvaise qualité, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête, évidemment, un jour de retourner là-bas. Et j'ai même visité un entrepôt logistique, figure-toi, vendredi dernier dans les Landes, parce que ça me travaille. Et d'ailleurs, j'espère qu'on ne vendra pas ces forêts-là qui ne rapportent rien et qui coûtent bien sûr cher. Mais j'espère qu'on les gardera. À bon entendeur, voilà. Mais non, c'est important pour moi, effectivement. Le message est passé. J'espère. Ok, merci pour le contexte. Et moi, je l'ai dit un peu en intro, ce que j'aime bien, je suis ta communication, notamment sur LinkedIn. Et ce que j'aime bien, c'est que tu es porteuse de messages qui dépassent ta personne et même qui dépassent Poppy. Tu vois, je sais que j'ai noté quelques prises de position. Tu as des prises de position, justement, t'en parlais sur le Made in France et les difficultés associées. Il y a une réalité industrielle derrière. Produire en France, c'est coûteux. Tu as des prises de position aussi pour les mamans entrepreneurs. Il y a un post que j'ai bien aimé qui commençait par si les femmes travaillent, c'est parce que d'autres femmes gardent leurs enfants. Donc aussi sur certains métiers qui sont pas super valorisés alors que méga importants. Et là où je veux en venir, en fait, par rapport à tes prises de position, c'est quelles sont aujourd'hui les différences entre toi, ta marque personnelle, parce que tu communiques de manière personnelle, et Poppy ? Est-ce que tu as conscientisé une différence ? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ? C'est intéressant comme question, parce que moi, je ne considère pas que j'ai un personal branding, très honnêtement. Déjà parce que j'ai plusieurs vies, j'ai Poppy, je suis impliquée aussi dans des associations autres, donc les messages que je communique sur LinkedIn vont parfois dans ce sens-là aussi, parce que tu as parlé de ces messages effectivement sur l'industrie, pour les femmes entrepreneurs, mais pour les mamans en général, je dirais. Et je suis impliquée dans pas mal aussi d'activités religieuses, donc pour moi c'est hyper important, mais ça se traduit peut-être pas, ou tu l'as peut-être pas remarqué, mais c'est très présent. Ça, je l'ai moins vu. Voilà, c'est quand même très présent, en tout cas des valeurs que moi je considère comme des valeurs chrétiennes, mais qui sont évidemment partagées par beaucoup, on se comprend. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai tellement de choses que j'ai envie de raconter et de dire aux gens que je l'associe pas toujours à Poppy. Et c'est pas un personal branding conscient, en tout cas, très honnêtement. Voilà. Après, par rapport à Poppy, ce qui est certain, c'est que je trouve que quand il y a un lien entre les deux, par exemple, je fais un post et j'ai des demandes de supermarché ou j'ai des clients pros qui nous contactent pour faire des devis, j'ai remarqué que c'est sur des sujets qui sont très clivants. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien quand je raconte des choses qui sont pas du politiquement correct. Et étonnamment, en fait, ça marche bien parce que les gens se reconnaissent dans des trucs un peu extrêmes aussi. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, mon personal branding, quand il est très sincère, il marche mieux que quand il est un peu pas tiré par les cheveux, tu vois, mais un petit peu trop convenu. Voilà. Et ça, j'aime bien parce que moi, j'aime bien dire des trucs qui sont pas complètement convenus. Voilà. Ok. Non, mais super intéressant. Tu vois, alors chez toi, en fait, toi, il y a une forme de cohérence qui se dégage. Et je pense que, de tes messages, tu vois, et même avec Poppy, etc. Moi, je vois pas de trucs où je me dis, ah tiens, c'est bizarre, je comprends rien. C'est assez cohérent. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est comme de toute manière, tu as envie de partager ce que tu fais et que tu te poses même pas trop la question de est-ce que c'est forcément lié à Poppy ou pas. Je pense que c'est ça qui joue aussi, parce que c'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs au début. C'est pour ça que je te la pose. Mais au début, en fait, comment je fais ? Est-ce que je communique à travers ma marque ou est-ce que je communique en mon nom ? Comment je différencie le truc ? Je sais, je l'ai vécu, j'étais directeur marketing chez Iconoclast au début, et avec Marie, la fondatrice, parfois on se... Oui, après, j'ai fait 2 ans et demi là-dessus, et on se posait la question au début, est-ce qu'il vaut mieux aller à fond sur la marque, ou est-ce qu'il vaut mieux l'incarner ? C'est souvent des questions qu'on se pose, surtout au début. Tu vois. Alors c'est vrai qu'au début, c'était très différent, parce qu'en fait, j'ai pu dire... Aujourd'hui, je dis ce que je veux, déjà, parce que je me moque beaucoup plus de ce que pensent les autres aujourd'hui que quand j'ai commencé, mais tant mieux, tu vois, mais c'est un cheminement aussi, on ne peut pas tout de suite penser pareil. Mais au début, je me souviens que je l'incarnais clairement pour Poppy. Et d'ailleurs, sur l'Instagram de Poppy au début, en fait, c'était... Moi, j'ai pas Instagram en perso, j'ai pas de réseaux sociaux en perso, à part LinkedIn, bien sûr, mais c'est du semi-pro. Et c'est vrai qu'en fait, c'était plutôt mon Instagram, parce que je racontais ce que je faisais, la construction de la marque. Donc c'est vrai qu'au début, les deux étaient vraiment très, très liés.
Et même, j'ai été enceinte assez vite. En fait, j'ai créé ma boîte, j'ai dû tomber enceinte peut-être le jour même du Ulule. Enfin, il y a un truc comme ça, tu vois. Je sais qu'il y a une date qui ressemble à ça. Et donc, oui, je mettais un peu ma grossesse en scène. Donc, effectivement, au début, c'était très, très lié. Aujourd'hui, j'y pense moins, mais je pense que c'est important quand même que les gens, en tout cas, comprennent que les valeurs de Poppy sont aussi les miennes. Voilà. Mais toutes mes valeurs ne sont pas celles de Poppy non plus. C'est-à-dire que j'accepte que certaines choses qui sont importantes pour moi ne le sont pas pour mes salariés, parce que ça, c'est important aussi, tu vois, sur des considérations qui sont très personnelles. J'ai aucun problème à ce que mes salariés pensent radicalement différent de moi. Mais les valeurs de Poppy doivent être communes à nous tous, en tout cas, voilà. Donc l'inclusion est vraie dans un senge, mais pas dans l'autre. C'est une bonne manière de voir les choses. De manière, j'espère qu'on est tous beaucoup plus, normalement, on est tous beaucoup plus complexes qu'une identité ou qu'une personnalité de marque. Du coup, tu parles de... là, tu viens de le dire, que c'était le tout début. Moi, en fait, la question suivante, c'était quand est-ce que tu as décidé de prendre la parole en ton nom et pourquoi ? Et j'ai l'impression que tu réponds à moitié. Enfin, je sais pas la raison, mais dès le début, tu as communiqué en ton nom. Oui, alors, c'est pour la campagne Ulule, tu vois, par exemple, je savais pas si Poppy allait marcher. J'avais même un doute sur le fait de livrer des gens en papier. Pour des gros volumes, ça c'est plutôt une démarche anglo-saxonne de se faire livrer du consommable à la maison, tu vois. Et donc je ne savais pas si ça allait devenir une vraie entreprise, justement. Et quand j'ai fait la campagne Ulule, je voulais quand même valider le modèle. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est possible que les gens achètent à ce prix-là aussi pour un service de livraison ? Et donc j'ai voulu tester sur Ulule. Et la vidéo de Ulule, c'était en fait une campagne présidentielle. Et pourquoi j'ai fait ce truc-là, tu vois, un peu tourné comme un programme politique ? C'est parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, franchement, je voulais être présidente de la République. Tu vois, ça me faisait vraiment vibrer. Je me disais, ça a l'air trop bien, quoi. Tu peux changer les choses, en fait. Et je trouvais ça vraiment... Et donc, je me suis dit, allez, quitte à parler dans une vidéo, autant que je fasse comme si j'allais vraiment me présenter. Okay. Et donc, j'ai tourné toute la vidéo comme une campagne présidentielle. Donc, j'ai pris parti comme si j'étais candidate sur l'industrialisation, tu vois, sur la partie sur l'écologie. Tu as parlé de climat, mais l'écologie. Et donc, voilà, en fait, j'ai pris parole comme si j'étais candidate, ce qui fait que les messages étaient d'autant plus forts, tu vois. Et t'as fait comment c'est génial, en tout cas, le concept, enfin, la ligne éditoriale, faire ça comme une campagne, c'est top. Honnêtement, j'ai aucun souvenir de comment t'avais fait. T'étais passé par quel levier pour communiquer là-dessus ? LinkedIn, alors à comment on fait pour faire décoller un Ulule, quoi ? Ouais, alors décoller un Ulule, effectivement. Alors il y a des vraies techniques quand même. Maintenant, on s'appelle tous un petit peu. Alors je pense que toutes les campagnes Ulule qui ont bien réussi coachent ceux qui arrivent, tu vois, et on se donne quand même les bonnes pratiques. Ça se prépare, c'est de l'acquisition bien pensée avec cercle 1, cercle 2, cercle 3. C'est-à-dire, cercle 1, c'est les gens que vous connaissez très bien. Cercle 2, c'est peut-être les plus uns de ces gens-là. Et cercle 3, c'est des gens qu'on va chercher pour faire de l'acquisition pure sur Ulule. Donc un Ulule, ça se traite pour moi comme un site web avec de l'acquisition, de la rétention, du retargeting, enfin voilà, assez classique. Et il y a aussi toute une cohérence, tu parlais de cohérence tout à l'heure, je pense qu'un Ulule, il fonctionne bien, justement quand le personal branding du porteur de projet, dans ce cas-là on parle d'un porteur de projet, et d'une entreprise, se marie parfaitement. Je pense que le succès d'un Ulule, c'est ça aussi. Et un truc que moi je déconseille, et vraiment je le dis moins maintenant parce que les gens le font moins, mais tu vois, à l'époque, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup d'ailleurs, c'était l'époque de Justine qui avait lancé Respire, tu vois. Oui, et elle c'était Ulule, je crois, au début. C'était Ulule, et c'était super, c'était la première à faire des vidéos où elle marchait, tu sais, voilà. Et sauf qu'à un moment, du coup, toutes les entrepreneurs de France se sont dit, tiens, je vais marcher dans la rue en parlant de mon truc, tu vois. Mais en fait, ça marche avec Justine parce qu'elle maîtrise son truc, puis elle l'a fait en premier. Mais ensuite, en gros, les gens ont pensé qu'il y avait des codes qu'il fallait absolument respecter. Or, je pense que c'est faux et que les campagnes qui marchent bien, c'est justement des campagnes qui ne font pas comme toutes celles qui ont bien marché, tu vois. Et c'est la cohérence et l'identité, en fait, qui à mon avis, fonctionne bien. Et le produit, parce que dans certains cas, tu as des campagnes qui sont vraiment pas léchées du tout, mais comme le produit est canon ou très innovant, ça marche. Et heureusement, ça veut dire que les gens ont du bon sens aussi pour aller chercher des bonnes innovations, tu vois. Ouais. Et donc, toi, tu as fait ça à ta sauce, avec ta personnalité, avec ton style. Et les vidéos, du coup, c'était sous forme de vidéos. Oui. Tu les as, donc cercle 1, cercle 2, etc. Et en termes de canaux de communication, tu as utilisé quoi ? Tu as utilisé LinkedIn déjà à l'époque ? Non, à l'époque, j'utilisais pas trop... attends, je te dis ça, mais c'est pas vrai, en fait. J'utilisais un peu LinkedIn, mais j'ai utilisé beaucoup les RP plutôt. Okay. Donc, j'ai jamais payé pour des RP à ce moment-là, jamais. Simplement, comme je bossais avant dans une agence de notation, j'étais aussi un peu l'image de l'entreprise. Donc, j'avais plein de copains qui étaient journalistes, y compris Sébastien Coinon, qui faisait un podcast ensuite que j'ai revu, qui était chez BFM à l'époque. Et donc, c'est très moutonnier. Donc, quand on a un, t'as tous les autres. Et donc, j'ai eu beaucoup de RP, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des RP, notamment dans ma région, dans le sud-ouest. Et la presse quotidienne régionale, ça fonctionne super bien en acquisition.
Moi, j'ai plutôt utilisé un canal hors ligne, honnêtement, au début. J'ai fait un peu d'acquisition avec Ulule, mais plutôt avec mon site web en janvier 2020 quand je l'ai lancé. Sinon, le Ulule, ça a vraiment... Les RP, c'est... Enfin, pour moi, ça marche toujours, ça marchera toujours très bien encore longtemps, mais c'est du travail et c'est beaucoup de relationnel. Voilà. Bah, ça fait une super transition parce que bah, quand je regarde là, depuis tout ce que tu as fait, je peux pas tout lister, mais effectivement, on voit pas mal de médias, enfin, t'es apparu dans pas mal de médias traditionnels et tu vois, t'as participé à la saison 2 de Qui veut être mon associé sur M6, t'as été interviewé, j'ai vu 2-3 trucs passer, hein, mais RTL, TF1, Le Figaro, t'as été reçu à l'Élysée. C'est ça, Ouais, enfin, c'est quand même dingue, faut que tu nous racontes comment on arrive à faire ça. Et t'es très présente aussi sur le terrain, dans les salons, ça tu le relais beaucoup sur LinkedIn, avec tes distributeurs, tes concurrents, la mafia du papier, j'ai noté, et toujours avec une touche d'humour. Et je voulais savoir comment... Ça fait partie, pour moi, d'un personal branding, je sais pas si c'est conscient ou inconscient pour le coup, mais qui est quand même... super puissant parce que déjà pas que online et je voulais savoir c'était peut-être ça le point de départ avec tes potes journalistes, mais comment tu t'y étais prise, quel levier t'avais utilisé et quel message, tu vois. C'est une question un peu stratégie, même si peut-être qu'on post-rationalise, hein. Sans doute, t'as raison. À l'époque, en tout cas, c'était pas aussi conscient, mais ce qui est sûr, c'est que déjà, j'ai toujours réfléchi en termes de piliers pour ma marque et jamais plus de 3. Ok. Donc, en l'occurrence, on a le pilier sur l'écologie, papier recyclé, sur le social, avec la fabrication française ou très proche européenne, et une question de santé, c'est-à-dire qu'on traite quand même des parties intimes, donc il ne faut pas que ce soit des trucs dégueux où les gens vont avoir des problèmes. Donc, ces 3 piliers, tu vois, ensuite, je les décline en fonction, et en fonction de la personne que j'ai en face, je vais plutôt tirer sur l'un ou plutôt sur l'autre, tu vois. Et donc, ça m'aide à structurer ma pensée. Quand je te parle, j'essaie de la structurer aussi, même si ça a l'air naturel, tu vois. Et donc, ça, je pense pas que c'est du personal branding. Déjà, c'est ma personnalité, parce que j'aime bien quand c'est bien structuré. Et autre chose aussi, c'est que, au-delà du personal branding, je suis une personne qui... j'aime bien parler, tu vois. Donc, du coup, je vais avoir tendance à prendre beaucoup d'informations sur les gens aussi. Et avec un journaliste, par exemple, j'envoie toujours des cartes de vœux. Quand j'ai les anniversaires, je souhaite les anniversaires. Et tu vois, c'est des choses qui font plaisir. Moi, ça me fait très plaisir quand on me le fait. Et donc, quelqu'un qui me souhaite mon anniversaire tous les ans, je vais avoir tendance à lui rendre plus de service que quelqu'un qui ne le fait pas, tu vois. Et donc, c'est du relationnel. Et je pense qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait aussi bien s'entendre, non pas avec tout le monde, parce qu'il y a des gens avec qui il ne faut pas s'entendre, mais qui sait entretenir de bonnes relations avec des gens très différents. Et ça, j'ai quand même commencé à le faire dans ma boîte précédente. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé aussi de commencer assez tôt, finalement. Je ne me suis pas lancée de rien, tu vois. Je pense qu'en sortant d'école, j'aurais jamais fait la même chose. Mais c'est marrant ce que tu dis. Enfin, c'est très vrai. On est tous... aujourd'hui, c'est quand même... Alors, c'est super de pouvoir créer du réseau, des relations en ligne, via LinkedIn pour le pro. Enfin, tous les autres, ça marche, etc. Mais on oublie que les fondamentaux fonctionnent toujours. Tu vois, ça me faisait penser... Moi, j'ai un ami qui est avocat. Donc, il est tout seul, il est à son compte. Et ce qu'il fait, et là, c'est plutôt, je pense, cercle 1, cercle 2, c'est que chaque année, il a son truc, il envoie une carte de vœux manuscrite, personnalisée, c'est un petit mot, mais avec une petite image en fusain. Et chaque année, ils disent, c'est un bâtiment de Paris, il faut deviner mais arrête, où je c'est le connais, ton pote, il s'appelle Emeric. Mais bien sûr. Mais je le connais très bien, Emeric, c'est mon avocat, c'est un de mes avocats. Voilà. Je le connais bien. Attends, c'est incroyable. Le monde est petit, hein, comme quoi. Salut Emeric. Emeric, si tu nous entends. C'est incroyable ce qu'il fait, non? Ouais, c'est vraiment moi, je trouve très ça bien. génial. Quand je reçois sa carte de vœux, je la reçois aussi. Je trouve ça très agréable. Et si un jour je dois trouver un avocat, je pense à Emeric. Alors, c'est un avocat spécialisé RH pour ceux qui nous écouute. Donc, voilà, on fait une petite pub à Emeric. C'est un super avocat que je recommande. Et voilà, donc c'est marrant qu'on le connaisse, c'est dingue. Faut qu'on débriefe après. Grâce à sa carte de vœux. Incroyable. On a donc, fait le lien en live, la puissance du... Ah oui, je vous garantis que c'était pas préparé. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Emeric de Beznac, pour ceux qui nous regardent. Très sympa, très bon avocat et bon marketing, du coup. Exactement, sur LinkedIn, il est très bon. Tu devrais l'inviter, d'ailleurs, parce que je pense qu'il a des choses à raconter intéressantes, tu vois. C'est une belle passe décisive. Ouais, tout à fait. C'est rare, les avocats qui font du personal branding, justement. Ouais, et c'est très rare, pour plein de raisons, d'ailleurs, y compris aussi peut-être un peu juridique, mais on peut pas tout dire. Mais c'est effectivement intéressant. Il a cette démarche, il essaie de... Trop marrant. Et d'ailleurs, nous, on écrit tous les ans avec Poppy, pour le coup, Margot, qui est mon associée sur la partie sales. Alors, historiquement, on les écrivait, maintenant, on en a trop, donc on les fait écrire manuellement, mais on envoie des cartes manuscrites à nos clients
fidèles ou pas tant fidèles, mais on écrit évidemment. Et à nos fournisseurs toujours, à nos actionnaires toujours. Donc voilà, ça fait partie du relationnel. Mais c'est, en fait, historiquement, on t'aurait dit que c'est une forme de politesse, tu vois. Simplement, avec l'espèce de fantasme de la scalabilité, on s'est dit, faut pas écrire de carte de vœux. En fait, moi, la scalabilité, parfois, je m'en fous. C'est juste que ça me fait plaisir d'en recevoir. Et je pense que ça fait plaisir aux gens de recevoir quelque chose qui est... On a pensé à cette personne, voilà. Et c'était pas fait de façon hyper automatique. J'appuie sur un bouton. Je trouve que c'est appréciable. Voilà. Et d'ailleurs, la carte manuscrite, c'est très sympa, mais moi, j'ai interviewé dans mon podcast précédent une personne qui s'appelle Stéphanie, qui est dans la coiffure, dans le monde de la coiffure. Ouais. Enfin, elle était coiffeuse au début et maintenant elle est directrice du campus L'Oréal, etc. Et elle envoie, pas des cartes manuscrites, mais son truc, c'est qu'elle envoie un texto, mais un vrai texto de 10 lignes personnalisées chaque année à tous ses contacts. Et ça marche aussi, en fait. Oui, donc, du moment que c'est personnalisé, je pense que ça marche. Et bon, j'ai une question que j'ai envie de te poser. Tout à l'heure, tu me disais, faut pas être ami avec tout le monde. Avec qui faut pas être ami, du coup? Non, je pense que il faut pas. En fait, je voulais pas avoir l'air trop bisounours non plus à dire il faut bien s'entendre avec tout le monde. C'est pas vrai. C'est-à-dire que pour faire une citation un peu biblique, tu vois, je pense qu'il faut pas non plus tendre la joue droite systématiquement. Voilà. Mais je pense quand même que dans le business, c'est bien de savoir mettre de l'eau dans son vin et conserver de bonnes relations. Mais l'idée était, je voulais juste dire, c'est pas la peine non plus de se faire marcher dessus dans certains cas, pas du tout. Mais c'est important de garder des relations purement business très bonnes. Voilà. Ouais. Et après, parfois, il y a du relationnel aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, notamment moi sur la partie RP, avec qui je m'entends très très bien personnellement, mais c'est venu après, à force de bien les connaître, tu vois. Ouais. Donc ça n'empêche pas non plus de devenir ami ou de devenir très proche. Il y a un de mes distributeurs que j'aime énormément, vraiment, je m'entends super bien. Et maintenant, je l'invite à des trucs un peu plus perso parce que je le trouve... Mais du coup, on a vraiment des casquettes différentes. C'est-à-dire que quand je lui parle pour la partie business, j'ai une certaine casquette. Et quand je lui parle pour la partie personnelle, j'ai une autre casquette. Pour pas brouiller les pistes non plus. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le personal branding, tu vois. À mon avis, quand c'est trop mêlé tout le temps, il y a un moment où ça coince un peu quand même. Voilà. Je suis d'accord. En même temps, en tout cas, moi, ça, c'est juste mon point de vue et mon opinion. Pour moi, le personal branding, ça doit quand même, même si c'est que 1% de toi que tu choisis de montrer, tu vois, tout à l'heure on parlait des valeurs englobées ou pas, je pense quand même que ce 1% il doit être vrai. Alors bien sûr, ça va être un peu une caricature parce que tu peux pas tout montrer, tu peux pas tout dire, voilà. Mais si ce 1% il est fake, alors là c'est impossible. T'as raison, non, c'est très vrai. Pour moi, c'est peut-être, tu vas montrer plus en perso qu'en pro, où tu dis en fait ça c'est moi, mais je montre que ça, quoi. C'est un peu ma vision de ce truc là, sinon ça marche pas, je pense. Non, moi je suis tout à fait d'accord que ça marche pas. C'est très vrai sur la partie écologique par exemple, sans parler des incohérences, parce qu'évidemment tout le monde en a, mais vraiment sur créer une boîte à impact, à mon sens, et c'est peut-être dur ce que je dis, donc quand tu n'as aucune action environnementale personnelle, je pense quand même qu'à un moment, ça coincouille un peu, tu vois. Voilà. Et donc, et ça, c'est vrai. Ça... En fait, le discours va vite s'arrêter. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui va creuser dans le discours va se rendre compte que ça n'est qu'une opportunité business. Et moi, j'y crois pas sur la durée. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui meurent aussi pour ça, d'ailleurs, hein, parce que il y a pensant saisir une opportunité, il y a eu un petit peu une sorte de travestissement de la pensée, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est... Enfin, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est des conseils même. On enfonce peut-être des portes ouvertes, mais souvent on dit pour réussir un business, il faut d'abord trouver un truc que tu serais prêt à faire pendant 10 ans, tu vois. Et je pense que ça va avec les croyances et la démarche. S'il y a une démarche écologique, ça doit pas être qu'une opportunité, quoi. C'est pas possible. Ouais. Sauf exception, je pense que ça ne fonctionne pas sur la durée, en tout cas. Voilà. Ok, et toi, ça fait déjà 5 ans. Donc, il y a du vrai. Ça fait moins quand même, parce qu'attends, tu me dis 5 ans. Bon, quand on a parlé, c'était le tout début. D'accord, mais... oui, en effet, parce que le site, il a été lancé en janvier 2020, tu vois, un petit peu avant, mais c'est quelque chose comme ça, parce qu'on on a que 3 exercices comptables, en fait. Ok. Voilà, donc je le calcule en fonction de ça. bientôt 5 ans. Et je reviens quand même sur la question, du coup, sur comment tu t'y es prise. Tu as parlé des messages que tu voulais faire passer pour Poppy. Des leviers, on a beaucoup parlé du réseau, en fait, humain, les cartes de vœux, les RP, parce que tu venais aussi de ce monde-là, tu connaissais des gens. Est-ce que tu as il y avait Ulule, campagne Ulule, est-ce que tu as utilisé d'autres leviers, si on parle vraiment de marketing, de canaux au début, quand tu te lances, comment tu fais, quoi, et lesquels tu as ajouté aussi au fil de l'eau? Ouais, tout à fait. Alors sur la partie branding, donc moi je savais que ça s'appelle Poppy, c'est en gros Popo et Pipi que j'avais collé à l'époque, je m'étais pas non plus trop foulée. Et je savais que je voulais quelque chose qui soit bleu,
parce que ça me faisait penser à l'eau qu'il y a dans les toilettes. Donc je trouvais que c'était parlant. Et le bleu fait penser à l'océan aussi. Ça a quand même il y a quelque chose d'écologique là-dedans. Je voulais surtout pas que ce soit vert pour pas que ça fasse le truc green classique. C'est écolo, donc c'est vert, tu vois. Voilà, ça je savais que je voulais pas. Je voulais que ce soit un poussin. Parce que je me souviens de ma prof d'anglais en prépa qui m'avait dit Audrey, voici votre torchon en me rendant ma copie. Et torche-cul, voilà, torche-cul. Et je m'étais dit, franchement, c'est quand même, c'est un peu cavalier de me dire ça. Et elle m'avait expliqué que c'était en fait une phrase de Gargantua dans Rabelais qui dit que le torche-cul le plus doux, c'est le poussin. Bref, tu vois, donc ça vient d'un espèce de traumatisme de prépa. Moi qui étais bonne élève, j'avais une mauvaise note, j'étais au bout de ma vie. C'est la vraie histoire de Poppy. C'est la vraie histoire du poussin. Et donc je savais que je voulais que ce soit un poussin. Voilà, parce que justement, je trouvais ça cohérent. Tu vois, le torche-cul, c'était Poppy, voilà. Et donc partant de là, j'avais fait un logo sur, je sais plus quel site, un truc gratuit qui te fabrique un logo. C'était avant tous les c'est toi qui IA. Ouais, sur un site gratos, tu disais ce que tu voulais, il te balançait le logo. J'avais donc un petit poussin tout rond qui sortait d'un œuf. Je trouvais ça sympa que ça sorte d'un œuf. Et j'en discute avec un de mes potes qui était stagiaire chez BETC quand moi j'y étais, un créa. Moi j'étais au planning strat et lui il était en créa. Et je lui dis voilà, j'ai ça. Et lui il travaillait chez Future Brand, qui est une grosse agence, une super agence d'ailleurs, qui fait que des grosses marques, historiquement en tout cas. Et donc je lui dis voilà, il s'appelle Axel, est-ce que tu veux pas bosser avec moi là-dessus, gratos, parce qu'à l'époque j'ai toujours un esprit un peu à aller gratter moi, en tout cas pour le business. Et il me dit mais carrément, parce qu'avec l'agence on a envie de projets comme ça un peu innovants qui motivent aussi l'équipe créa, tu vois. Et donc, chemin faisant, on a bossé sur le petit carton, le premier carton d'emballage qu'on n'a plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'était le carton historique. Et donc, voilà, tu vois, j'ai activé un ancien pote stagiaire, on a bossé ensemble, où ça s'est bien passé, tout le monde s'y trouvait. En fait, je crois beaucoup aux relations au démarrage d'une boîte, où tout le monde s'y retrouve. L'agence, elle s'y retrouve, et ils ont gagné 2 concours avec nous, y compris le concours stratégie, c'est quand même un gros truc, tu vois. Et nous, on s'y retrouvait parce que c'était gratuit, parce que ça structurait la démarche. Moi, j'étais toute seule, j'étais contente de voir Axel aussi, tu vois. Et donc, voilà. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir une super agence via un copain qui est... Et puis, je vais revenir aussi sur un truc important. Quand je dis que j'ai du réseau, moi, j'ai pas du réseau de mes parents. Tu vois, c'est différent parce que dans l'émission dont tu parlais tout à l'heure, on dit beaucoup on peut réussir de rien, voilà, etc. Et alors moi, j'irai pas jusque-là, mais je pense quand même que c'est vrai qu'on peut très bien se constituer, se fabriquer un réseau. Voilà. Et donc, moi, je l'ai fabriqué à partir du moment où j'ai fait mes premiers stages, en fait. Hein. Je l'ai fabriqué par mon travail, pas par autre chose que ça. Mais Axel, je l'ai connu en stage, tout simplement, tu vois. Et ça a été une rencontre très précieuse pour Poppy. Voilà. Ouais, super. On a un peu les débuts. Et depuis, tu as dit au début du coup que tu payais pas. Enfin, tu essayais au maximum de ne pas payer, aussi pour les RP, etc. Depuis, est-ce que dans les différents leviers de communication ou canaux que tu actives, tu as payé, par exemple, pour des RP Alors, RP, la seule que j'ai payée, c'était Brut. Voilà, pour être honnête, je savais même pas que c'était payant, d'ailleurs, au début. Et je me suis dit, c'était à l'époque où j'avais l'impression que tout le monde faisait des vidéos brutes. Et je me disais, quand même, c'est dommage de pas avoir une vidéo brute. Donc, on a fait une vidéo brute, qui était sympa, d'ailleurs, qui était bien faite, hein, mais voilà, c'est une vidéo bien faite, tu payes le logo, quoi. Après, on s'en est pas mal servi en acquisition. Mais sinon, RP, j'ai jamais payé. Et quand on me demande, je dis toujours non pour ces raisons-là. On a payé en acquisition, on a fait beaucoup de Google, beaucoup de Meta, on a fait du TikTok Ads aussi. Enfin, j'ai payé de la pub, si tu veux. Ça, c'est un vrai levier d'acquisition aussi. Et les agences, mes partenaires, sur la partie créative, très peu. Franchement, j'essaie toujours de me dire qu'il faut essayer de trouver un engagement sur proposer le projet à des concours, des choses comme ça. En revanche, mes freelances, je les paye rubis sur l'ongle. Enfin, voilà. Oui, clairement. Quand c'est des individus, je trouve ça important justement de payer. Enfin, ça paraît normal, mais oui. C'est différent, tu vois. Je pense que les tiers, je les traite différemment en fonction de qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un freelance? Est-ce que c'est... ça peut être plein de choses. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et ok. Et aujourd'hui, là maintenant, aujourd'hui en 2024, il y a plein de projets. Est-ce que tu as je suis sûr que tu as une stratégie marketing pour Poppy qui est définie, mais est-ce que toi, tu as une stratégie de communication en tant que porte-parole de la boîte qui est posée sur le papier, qui est définie avec des objectifs? Non, mais c'est un très bon point parce que peut-être que si j'avais du temps, si je prenais le temps, pardon, parce qu'on a toujours du temps, c'est juste si je le prenais, ce serait bien. Parce que tu vois, par exemple, pour mes posts LinkedIn, j'en fais de moins en moins parce que je prends moins le temps et aussi parce que maintenant, je me dis que si je parle sur un truc, il faut vraiment que ce soit différenciant. Et parfois, je trouve que ce que j'ai à dire, c'est pas différenciant. J'ai les mêmes journées que plein de gens, donc je me dis, tu vois, pourquoi je raconterais un truc pas différenciant ou pas sur un engagement précis?
Et donc, peut-être que si je structurais un peu mieux mes idées, ce serait bien, effectivement. Après, j'ai le sentiment aussi que je réagis beaucoup, en tout cas sur LinkedIn, de façon impulsive au bon sens du terme. C'est-à-dire, j'entends parler d'un truc et je me dis, il faut vraiment que j'en parle de ce truc, tu vois. Mais j'ai pas de planning, quoi. Mais il faudrait certainement que je le fasse, puisque je le fais pour Poppy, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas pour moi. Mais pour l'instant, non, je ne l'ai pas fait, honnêtement. Ok. C'est un peu trop spontané par moment. Ouais, après, c'est bien. Enfin, j'aime bien l'idée de parler quand on a un truc à dire. Ouais. C'est une bonne. C'est vrai, mais du coup, mais après, ça espace un peu les posts, parce qu'en fait, sûr. j'ai pas des trucs à dire tous les jours, je réalise. Tu vois. En fait, tu as des trucs à dire, mais il faut prendre le temps pour que ça sorte. Non, ouais, le danger, c'est après de perdre une régularité, parce que le jeu des réseaux sociaux et LinkedIn échappe pas à la règle. Là, LinkedIn, je m'en suis rendu compte. J'ai pris, carrément. Ouais, c'est que tu as beaucoup plus de visibilité quand tu es régulier. Ça, c'est vrai. Et donc, l'algorithme me punit. Je sais pas, on va dire, il punit. Mais effectivement, j'ai beaucoup moins d'impressions. Enfin, c'est dingue, quoi, pour des trucs qui sont pour moi assez similaires. Mais j'ai l'impression que. Ou peut-être tout simplement que ce que je dis est moins intéressant. Après, il y a plus de monde. Ouais, je pense que c'est pas que toi. Ouais, peut-être. Mais... C'est de manière générale, je crois que leur nombre d'utilisateurs fait qu'augmenter. D'accord. Et leur nombre d'utilisateurs actifs surtout. Ouais. LinkedIn, il y a quelques années, c'était 1% de gens qui créaient du contenu, 99% de fantômes. Enfin, ou de gens juste qui consomment de manière passive, en tout cas. Même pas qui commentent, qui like, ils sont juste passifs. Et là, je crois qu'aujourd'hui, quand même, le nombre de gens qui créent, qui distribuent du contenu, il augmente. Enfin, j'ai plus les chiffres, mais j'ai lu, c'est du x2 chaque année. Et donc, forcément, c'est du temps d'attention. Enfin, le temps d'attention est toujours le même. Donc je crois que c'est pour ça aussi que les impressions sont de plus en plus, compliquées. Quoi. Il y a 2 ans, tu faisais un post un peu émotionnel qui racontait une belle histoire. Tu faisais 2 millions de vues. Maintenant, ça marche un peu moins. C'est peut-être tant mieux, d'ailleurs, aussi. Et le niveau monte aussi, je pense. En tout cas, c'est différent, en effet. Donc oui, alors je ne le fais pas, mais il faudrait peut-être que je le fasse un petit peu plus, notamment sur des thèmes, tu vois, dont je veux parler, des choses qu'il faut que je raconte et que je prends pas le temps de raconter, effectivement. En tout cas, pas sur LinkedIn, parce que je me dis aussi que j'en parle par ailleurs, mais pas sur les réseaux, Et ok, mais donc j'en déduis que c'est toi qui gères seul ta com sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Intéressant, mais t'as quand même... Enfin, tu dis que oui, tu devrais prendre plus le temps pour protéger ta régularité et tout, mais quand même, depuis longtemps, tu postes, t'es active. Et là, je voulais comprendre, parce qu'il y a énormément de dirigeants, de PDG qui disent j'ai pas le temps pour ça, ou alors il va falloir que je donne ça aux stagiaires, quoi. Et toi, t'as quand même pris le temps de le faire, tu vois. C'est un truc, comment tu fais, tu vois. Mais ça me prend pas trop de temps. Sincèrement, ça me prend pas trop de temps. Ça, je te dis que c'est spontané. C'est que je trouve que mes meilleurs posts, c'est quand je les sors en un quart d'heure, tu vois. C'est que ça me vient. Après, j'aime beaucoup écrire aussi, donc je pense que ça doit aider, forcément. J'aime écrire, tu vois. Donc, et t'as pas de résistance à le faire, toi, de ton côté? En fait, si j'arrive pas à écrire vite, c'est que c'est de la merde ce que j'ai à dire. Mais ça, j'ai remarqué, parfois je me force, tu vois, je me dis, je vais faire un truc parce que la photo est bien, et en fait, j'ai rien à raconter, donc j'arrête. Mais parfois, je commence et je me dis, non, mais ce post, ça va intéresser personne, parce que je suis même pas fichu de l'écrire, tu vois. Mais j'aime bien écrire, donc non, j'ai pas envie de déléguer cette partie-là. Alors, peut-être que ça aurait une utilité business, mais en tout cas, pour le moment, je l'ai pas fait. Et alors, justement, par rapport à l'utilité business, Poppy, c'est une marque initialement B2C, mais d'après ce que j'ai compris, vous servez aussi des entreprises maintenant. Mais le 50%, c'est du retail ou des entreprises, On n'est plus vraiment une marque purement B2C, en effet. Parce que vous distribuez directement aux consommateurs, quand même, pour ceux qui veulent commander, un peu à enfin, tu disais que c'était des usages plutôt anglo-saxons, mais qui arrivent peut-être un peu en France. En fait, on a 50% de notre chiffre d'affaires, c'est de la vente en ligne sur notre site poppy.co. Là, c'est pour les particuliers et les petites entreprises, typiquement un cabinet médical ou bien une petite start-up ou une PME qui s'occupe de son papier, de ses papiers d'hygiène, tu vois, en général. Ça peut être du papier d'essuyage aussi pour l'industrie, des choses comme ça. Et donc ça, c'est 50%. Ensuite, on a 30% de notre chiffre d'affaires, c'est du retail. Donc, on est distribué par Franprix, Monoprix, Carrefour, Leclerc, des classiques. On ne fait pas de bio aujourd'hui, c'est de la GMS pure. Moi, mon ambition, c'est de créer une marque de grande conso. Et je pense que la grande conso, on la fait quand même dans les hyper et les supermarchés. Et le reste, c'est du B2B, donc des hôtels, des EHPAD, tout lieu d'accueil du public, des festivals, enfin des choses comme ça, tu vois. Et là, on les livre en camion ou en palette. C'est des gros volumes, si tu veux, on est grossit dans ce cas-là. Bien sûr. Et du coup, d'où ma question, c'était par rapport à ça. Du coup, je comprends peut-être des éléments de réponse, mais quel est l'intérêt pour une marque B2C, mais du coup, je comprends que tu es B2B, de poster sur LinkedIn, tu vois. Je me demandais si tu avais un intérêt particulier, un objectif particulier derrière, tu vois. Alors, vu ce que tu m'as dit sur LinkedIn, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens, je pense que maintenant, oui, c'est intéressant quand tu fais que du B2C. Moi, c'est vraiment pour le B2B et particulièrement pour ma partie retail. Moi, j'ai fait quand même des chiffres d'affaires très intéressants via LinkedIn. Tu vois, je tag une personne que j'ai jamais vue, on est contacté, le devis y part.
On a fait des belles ventes, alors qu'en retail, tout le monde m'avait toujours dit tu vendras jamais en visio. Ouais, t'inquiète qu'on en a fait des ventes en visio via des posts LinkedIn beaucoup. Donc oui, je pense que le retail, notamment des jeunes adhérents Leclerc ou autres, se sont vachement mis à ça et ça fait partie du personal branding de ces gens-là aussi. Voilà. Ok, super intéressant. Et en Donc, plus, tu les mets en avant, tu vas les voir, tu joues le jeu. En avant, tout à fait. Ça, c'est intelligent aussi. Tout le monde ne le fait pas, mais laisser de la place aux autres dans sa communication, c'est super puissant. Et il n'y a pas que les clients, il n'y a pas que l'équipe. Toi, c'est tes partenaires. Ouais, tout à fait. Et c'est super intéressant. Enfin, j'ai vu que tu faisais des photos où tu étais carrément en mise en place en magasin, je crois. Avec, c'est possible. Ouais, tout à fait. Alors parfois aussi, je fais des posts juste pour annoncer. Ah oui, celui-là. Parfois, je fais des posts pour annoncer qu'on y est pour les adhérents qui me suivent. Mais c'est vraiment là pour le coup très business. C'est pour dire on est à tel endroit, tu vois. Okay. Puis j'en profite pour faire effectivement une vanne ou un truc. Mais c'est vraiment orienté le business pour le coup. Voilà, je suis à tel endroit, venez me voir si vous voulez. Et là, pareil, j'ai eu des super trucs dans des événements où je disais, je suis à côté du buffet. Puis en fait, t'as tel DG qui m'écrit en disant, ah bah moi je suis là, on se retrouve. Et ça marche vraiment, tu vois. Trop cool. Donc, ouais. Ça s'est fait en temps réel, quoi. Ok, ouais, voilà. Trop bien. Donc, quand tu postes sur LinkedIn, il y a un objectif certainement d'image, de visibilité, mais ça fait du business carrément. En B2B. Ça fait du business en B2B. Tout à fait, ouais, carrément. Peut-être même que ça en fait en B2C, mais ça, je suis pas capable de le traquer. On le fait un petit peu pour le petit B2B, des cartons qu'on vend, du gros volume. Je sais que ça vient de là parce qu'on demande comment vous nous avez connus maintenant. Et parfois, c'est avec LinkedIn d'Audrey, tu vois. Mais ça, c'est avec les petits. Les particuliers, on le fait pas. On ne demande pas comment vous nous avez connus. Ouais, voilà. Ok. Non, mais super intéressant. Et rétrospectivement, de tout ce que tu as activé pour ta com personnelle, et là, je prends tout, tu vois. Quels sont les meilleurs choix que tu as fait, tu vois, en termes de ROI, tu vois? Pour moi, personnellement, tu veux dire mon personal branding au service de Poppy aussi. Qui ont rapporté, voilà. Parce que c'est impossible de savoir au début, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, je pense vraiment que cette partie création d'un vrai réseau qualitatif, je pense que ça, c'est quelque chose que je referai, que je conseille. Vraiment, enfin, j'en suis persuadée. Ça sert énormément. Et aussi avoir quand même une bonne connaissance de son métier. Parce que moi, tu vois, j'ai commencé dans la papeterie, j'y connaissais rien. Ouais. J'y connaissais rien. Pourtant, on dit toujours, il ne faut pas se lancer dans un business quand on ne connaît pas, etc. Je pense quand même qu'il y a plein de métiers, c'est du bon sens, tu vois. Du bon sens, c'est être bien entouré. Du coup, moi, ce que j'ai fait très tôt, c'est que j'ai créé une espèce de mini-board au départ qui n'était pas du tout capital, parce que je n'avais pas levé de fonds au début, de gens qui me conseillaient, par exemple, sur la partie papetière, sur la partie logistique, chose que je ne connaissais pas. Et c'est grâce à ces gens-là, je suis très reconnaissante d'ailleurs, que j'ai appris, en fait, qu'est-ce que c'est que la papeterie, comment on fabrique un rouleau, et tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure, tu vois. Et je pense que ça sert aujourd'hui, ce que tu appelles mon personal branding sur LinkedIn, mais ça sert aussi la vision que les gens hors ligne ont de moi. C'est-à-dire comment je suis perçue dans le monde de la papeterie, tu vois. Au démarrage, quand j'ai débarqué, et c'est vrai, j'avais aucune légitimité. C'est une meuf de 30 ans qui se lance dans le papier, qui n'a jamais fait ça. C'est pas le délire, hein. C'est l'industrie bien vénère comme on peut l'imaginer, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus de crédibilité. Et donc, mon personal branding parmi ces gens-là, je pense qu'il vient de ma connaissance du marché et de l'écoute que j'ai eue. C'est-à-dire, quand on m'a expliqué quelque chose, bah, j'ai entendu, puis la deuxième fois, j'ai fait comme on m'avait dit, tu vois. Je ne suis pas restée fermée dans mes espèces de, parfois aussi, de réflexes de start-up. C'est-à-dire que moi, j'ai créé au départ une start-up dans un monde industriel. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je dois me plier au code de l'industrie, que je trouve tout à fait valable aussi et que j'apprécie beaucoup plus d'ailleurs. Voilà. Tu as raison de... Ok, merci pour la réponse. C'est important de... C'est vrai on pourrait se dire, quand on parle de com ou de personal branding, qu'on parle que de visibilité, tu vois, et c'est aussi dans ce sens-là que je te pose la question, hein, qu'est-ce qui a fait le plus de visibilité, qu'est-ce qui a rapporté le plus de business, mais quand on parle de réseau et du coup de se faire une expertise et de s'entourer des bonnes personnes, on parle d'un autre levier qui, à mon sens, est aussi important, c'est la crédibilité. Tout à fait, Parce que faire que de la visibilité sur une coquille vide ou sans être crédible derrière, ça tient pas longtemps non plus. Enfin, on parlait Exactement, ouais, j'en suis convaincue. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, nous aujourd'hui, Poppy, ça va devenir un industriel en fait. On quitte le monde purement de la marque pour avoir notre propre outil industriel. Et tu vois, en fait, c'est tout bête, mais dans mon personal branding, je commence à en parler. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'en deviens moi-même convaincue. Tu vois, c'est-à-dire que petit à petit, je me prends pour une industrielle, ce que je suis pas encore.
Et dans mon personal branding, ça se ressent forcément. C'est-à-dire qu'au démarrage, j'étais un peu, tu parlais de caricature tout à l'heure, c'est vrai, j'étais un peu la caricature de l'entrepreneur qui se lance dans une marque qui n'est pas de la cosmétique, parce que moi je faisais pas de cosmétique, mais un peu dans le même style, avec les codes un peu de ce style-là, tu vois, de la boîte à impact qui se lance sur Ulule, quoi. Et petit à petit, mon personal branding a évolué avec ma vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux être perçue, moi, personnellement, comme une industrielle, pas comme une meuf qui fait un PQ rigolo, voilà. Ouais. Ok. Et ça évolue aussi dans ma façon de m'exprimer vis-à-vis, sur les réseaux ou vis-à-vis de mes partenaires. Ouais. Ok, j'ai une petite question là-dessus juste après, mais je voulais terminer avant quand même sur... moi, j'ai une question sur les RP, parce que... Moi, je sais qu'en tout cas, quand j'étais CMO chez Iconoclast, au tout début, on faisait un peu des RP, et il y avait ce truc, j'en reviens à ce truc de... Est-ce qu'il vaut mieux faire des communiqués de presse ou mettre en avant plutôt la boîte ou plutôt toi? Et comment ça évolue? Tu vois, il y avait ce truc-là. Et je me demande si toi, c'est naturel ou est-ce qu'il y a une vraie décision de... On fait plutôt des trucs sur le papier, sur on explique d'un point de vue industriel comment ça se passe, c'est le made in France, etc. Ou c'est plutôt toi qui marche, enfin, tu vois. Alors, je pense sincèrement, je vais faire une réponse bancale, que ça dépend des médias. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas pareil. Typiquement, ce qui ne marche pas, c'est de prendre une liste dans un incubateur, tout le monde s'échange la liste et tout le monde envoie un communiqué de presse à tous les journalistes sans les connaître. Ça, je me dis, c'est... pire truc, quoi. Les journalistes, ils pètent des câbles, ils détestent ça et ça marche pas. Franchement, ça marche pas. Pour avoir essayé moi aussi sur d'autres sites de journalistes que je connais pas bien. On avait lancé un produit pour animaux. J'ai testé d'envoyer un communiqué de presse très basique à des journalistes animaliers. On a eu quand même des trucs pas mal, d'ailleurs. Mais franchement, le taux de conversion était pourri, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, à mon avis, il faut pas le faire. Et moi, les communiqués de presse, je me dis toujours que j'en envoie max 2-3 par an. Parce que je trouve qu'une entreprise, elle a pas grand-chose à raconter, tu vois. Si c'est pour dire j'ai fait tant de chiffre d'affaires, ok. Et donc, tu vois, c'est quoi le sujet, en fait? Et donc, moi, je trouve que c'est fondamental d'avoir quelque chose à dire qui va accrocher le journaliste. Il va se dire, je me différencie. Parce qu'un journaliste, c'est comme n'importe qui d'autre. Il doit se différencier. Il faut que le papier, il sorte. Donc, il faut dire quelque chose de différent, tu vois. Et donc... je pense qu'il faut avoir quelque chose vraiment à raconter, sinon il ne faut pas envoyer le communiqué de presse parce qu'on pollue la boîte mail du journaliste qui va peut-être demander à sortir de la liste. Et un sujet intéressant, c'est typiquement avec un Ulule. On parlait du Ulule. Plutôt que d'envoyer, on lance une campagne Ulule. En soi, le journaliste, il en reçoit tellement, bon. Ouais. Pourquoi pas, tu vois, quand tu as dépassé les 100% ou quand tu surperformes, dire la campagne qui a le mieux marché dans tel domaine ou un partenariat intéressant. Mais à mon avis, il faut accrocher avec des choses... des mots qui disent on est les seuls ou on fait le mieux, tu vois, et surtout ponctuellement, quoi. Ouais. Voilà, donc 2-3 par an. Après, pour un lancement, peut-être qu'on peut en faire 4-5, mais déjà, je trouve ça énorme, tous les 2 mois, tu vois. Ouais, 2-3 par an. Et c'est toi qui t'en occupes. Moi, je fais toutes mes RP. J'ai jamais délégué, j'ai jamais pris une agence, jamais. Toujours fait mes propres RP et j'ai jamais fait, en revanche, pour répondre vraiment à ta question, je n'ai jamais fait de communiqué de presse sur moi. Jamais. Ok. Non. Jamais. Les articles que j'ai eus sur moi, c'est des journalistes qui me connaissaient d'avant, qui m'ont dit tiens, est-ce qu'on peut faire un portrait? Mais j'ai jamais envoyé un communiqué disant coucou, je m'appelle Audrey et j'ai fait ça. Jamais. Non, je demande parce que je suis persuadé que quand même à un moment, quand je pense que ça se construit, c'est plus la marque personnelle grossit, c'est-à-dire en gros, plus il y a une audience, plus il y a de notoriété comme sur une marque normale. Je pense plus à un moment, les gens te répondent aussi parce que c'est toi. Je pense qu'il y a ce truc-là. Tout à fait. T'as raison. Le fait de répondre, c'est par amitié aussi, ou par intérêt, ce que tu veux. Mais en tout cas, il y a une réponse parce que c'est moi qui envoie ça, c'est vrai. Mais sur le contenu du communiqué de presse ou le contenu de mon mail, je n'ai jamais fait quelque chose de personnel, tu vois. Jamais. Je pense que je ne le ferai pas, en tout cas pas au nom de Poppy, parce que je pars quand même du principe que n'importe quel DG est remplaçable. Voilà. Et je pense que c'est une force pour une entreprise d'avoir un DG qui est remplaçable, notamment parce que si, en étant solo founder comme moi, je passe sous un camion, je serais quand même contente que ma boîte me survive, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est important, je trouve, justement, c'est la limite. Il ne faut pas que l'entreprise soit trop dépendante d'une seule et même personne. Parce que le jour où cette personne part, j'en sais rien. Pour moi, une boîte, ça doit survivre. Elle a des salariés, elle a des partenaires, elle a des usines à payer. Donc, il faut que la boîte survive, quoi. Ouais. C'est important. C'est pour ça que je trouve ça bien de distinguer quand même un peu les deux. Et aujourd'hui, c'est le cas, enfin, dans le sens où je pense qu'il y a toujours un passage où la boîte, au début, elle est 100% dépendante de la fondatrice. Ça s'équilibre, et puis il y a un moment, c'est une vraie boîte parce qu'elle te dépasse et que presque, tu peux te mettre... Là, t'en es où en ce moment là-dessus? En ce moment, alors moi j'aimerais bien me penser que oui, mais non, franchement, je pense que Poppy ne peut pas encore. Non. Notamment sur la partie communication. Mais c'est le chemin normal, hein. Ouais, tout à fait. Peut-être même qu'il y a des très grosses boîtes qui ne peuvent pas se passer de leur fondateur.
Je pense à Virgin, j'en sais rien, mais est-ce que tu vois, finalement, ça aurait été... tu me diras, ça s'est pas porté très bien vers la fin. Mais bon, je pense quand même qu'il y a des boîtes qui restent très, très liées à un individu. Ouais. Et toi, c'est un choix... Enfin, Moi, délibérément, j'aimerais bien qu'elle s'en détache de moi, Ouais. notamment parce que je veux que Poppy existe indépendamment de ma personne. Et je trouve que ça donne de la valeur à l'entreprise, tu vois, et à la marque Clairement. aussi. Clairement. Et j'ai évoqué tout à l'heure le passage sur une émission de télé grand public, quand même, qui veut être mon associé, c'est sur M6. Je me demandais, pour une boîte comme Poppy, qu'est-ce que ça apporte, ce type d'émission? Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le tournage. J'ai trouvé ça trop bien. Alors, nous, on était 2e saison. Donc, en fait, il y a eu une première saison, puis le Covid, si je ne me trompe pas. Et une 2e saison qui a été faite avec les tests, machin, là, qu'on était dans le nez. C'était lunaire, le plateau, c'était un bunker, quoi. Tu sais, à l'époque, on pensait tous qu'on allait y passer, quoi. Donc, c'était vraiment très strict. Mais du coup, ça crée encore plus un sentiment d'exclu. On se disait, tiens, on a passé la barrière du test. Et puis après, il y avait le tournage, on remettait nos masques. Enfin, c'était particulier, tu vois. Et ça se voit pas évidemment dans le montage. Et dans ce contexte-là de saison 2, en fait, il n'y avait pas encore l'engouement qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que les audiences, on était à peu près, je crois qu'on était à 1,2 million. Aujourd'hui, c'est 2 millions, tu vois. Ouais, c'est bien déjà. C'est déjà bien, mais tu vois, quand même, c'est différent. 2 millions, ça commence à être très conséquent. Et avec Poppy, on est passé en 2e partie de soirée. Tu sais, dans le fameux... Voilà. Donc, du coup, malgré ça, on a fait quand même 3 mois d'acquisition en 10 minutes. Donc, c'était vachement bien. Et en plus, le montage était canon, donc je m'en plains pas. Mais je pense qu'on aurait encore plus bénéficié en passant dans la première partie. Quand même, tu vois, 3 mois d'acquisition en 10 minutes, des gens qu'on a gardés. Hyper important, ça aussi. Parce que, et là, c'est des particuliers ou des entreprises? Là, c'était des particuliers. Okay. Voilà. On a été contactés par des directeurs inno de retail. Est-ce que ça a aidé après? Moi, je parle plutôt avec les acheteurs. Pas trop à l'innovation, donc je sais pas. Peut-être indirectement. Plutôt pour les particuliers. Et c'est surtout que... Alors moi, j'avais fait une levée de fonds juste avant, donc... j'étais dans les clous, mais quand même un petit peu hors de la partie investissement. J'ai fait rentrer quand même dans ma 2e levée 1 an après, au moment de la diffusion, parce que moi, il y a eu 1 an entre le tournage et la diffusion. T'imagines, donc il s'en est passé des choses. Laisse tomber, ça n'avait plus rien à voir quand on est passé. Ouais. Mais j'ai fait rentrer quand même Isabelle Veil à mon capital, sur la première vraie levée, qui est une personne formidable, qui a été rencontrée grâce à l'émission. C'est Jean-Pierre Nadir qui nous a mis en relation, en fait. Voilà. D'accord. Donc ça a été très utile. Acquisition, investissement. Nouveau partenaire c'est ça. En apport de capital. Et comment on fait pour participer à ce type d'émission? Alors, moi, j'étais dans un incubateur qui s'appelait Make Sense. J'ai été au Réseau Entreprendre Paris aussi. J'ai été chez l'incubateur de showroom privé. Via ces 3 canaux, on nous a demandé est-ce que vous voulez participer. J'ai postulé. Il y avait quand même un travail assez lourd, c'est-à-dire que c'est comme une levée. On te demande moi, à l'époque, en tout cas, on demande ton business plan, ton deck. On te refait passer plusieurs tests. Il y a une vidéo. Moi, j'ai trouvé que sur la partie financière, ils étaient carrés. En fait, je pense qu'ils veulent s'assurer que la boîte ne va pas crever au moment de la diffusion. Oui, tu vois. Ouais, surtout s'il y a 1 an. Voilà. Moi, c'était 1 an, donc ça aurait pu changer. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, la sélection. J'ai trouvé ça financier, tu vois, poussé. Et après, jusqu'au dernier moment, tu ne sais pas si tu vas passer. Donc, en fait, même la veille... tu peux enregistrer, mais ils ne te mettent pas moi, dans ma promo, je crois que ma promo, elle a été un peu rude. Je crois qu'il y a quand même 10 boîtes qui ne sont pas passées alors qu'elles avaient tourné, tu vois. Ouais, c'est dur, franchement. Okay, c'est dur. Ouais, quand on t'appelle, même nous, la veille de passer, j'ai la prod qui m'appelle, qui me dit, voilà, vous allez passer en 2e partie. J'étais un peu triste, tu vois. J'étais triste, j'étais pas un peu triste, j'étais triste, vraiment. Mais tu passais. Mais on passait quand même, du coup, je me suis dit, franchement, je vais pas cracher dans la soupe. Et c'était super malgré tout. Mais je pense que ceux qui sont pas passés, ils l'ont mauvais, surtout quand tu sais ce que ça t'apporte, quoi. Mais voilà, c'est le jeu. M6, la télé, c'est un business comme un autre. Hein. S'ils pensent qu'ils vont pas faire l'audience, ils te font pas passer. Bien sûr. Ouais, donc c'est le réseau. Ça vient du réseau, c'est ça aussi que je comprends. C'est que oui, mais t'étais du dans réseau, des incubateurs et t'as fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, maintenant, j'ai vu, ils postent maintenant sur LinkedIn, ils te proposent de participer, alors qu'à mon époque, pas du tout. Ouais, là, ils sont tous Tony Parker, etc. Ils sont tous très actifs sur LinkedIn. À l'époque, c'était pas ça, franchement. C'était différent. Non, mais trop cool. Et merci pour tes réponses honnêtes. Tout à l'heure, tu me parlais de Poppy qui devenait une entreprise industrielle. Et du coup, toi qui évoluais avec, j'avais une question sur, même si c'est impossible, c'est quoi ta vision à 10 ans du coup, de Poppy? Dans 10 ans, tout s'est super bien passé. Tu es une entreprise industrielle. Et voilà, quoi ça ressemble, quoi. Écoute, dans 10 ans, j'espère qu'effectivement, on sera une entreprise papetière à part entière avec notre outil de production, notre approvisionnement sécurisé et les ventes qui vont avec. Et moi, un truc en termes de branding, moi, ce qui me plaît, tu vois, quand on dit prends un Kleenex, moi j'aimerais qu'on dise prends un Poppy, parce qu'en fait Kleenex c'est une marque, c'est pas vrai. Et ça c'est stylé. Je sais pas si tu te rappelles de Pumpkin, oui forcément.
Ouais. Tu te souviens de Pumpkin? Lydia, quoi, c'était l'équivalent de Lydia. Ben, à l'époque, entre potes, on se disait, tu me pumpkin, tu me fais Ouais, un on se fait un pumpkin, tu vois. pumpkin, ouais. Bah là, moi, On se dit, on se fait un Lydia. On se fait un Lydia maintenant, exactement. T'as raison, on le dit aussi. Ils ont réussi. Voilà. Et moi, c'est mon objectif d'un point de vue branding. Par contre, d'un point de vue industriel, c'est faire travailler des gens dans des usines, dans des conditions correctes, avec des règles qui sont conformes à mes valeurs. Voilà. Donc, c'est faire vivre un territoire. Mais attention, pas que la France. Hein. J'ai un peu évolué là-dessus. Tu vois, le Made in France pour le Made in France, je trouve ça pas bien. Parce que la France... C'est quoi déjà? On va pas rentrer dans le détail, mais tu vois, c'est tellement... moi, je peux avoir une vision européenne de l'industrie qui me pose absolument aucun problème, à partir du moment où les conditions de travail des individus qui bossent pour moi me conviennent, que ce soit en termes salarial, temps de travail, tu vois, sécurité évidemment. C'est pas pareil de travailler en Pologne et de travailler en Espagne, mais en fait, c'est ça qui compte pour moi. La France, la frontière, tu la mets un peu à gauche, un peu à droite. Bon, moi, voilà, maintenant, j'ai un peu évolué là-dessus, mais j'aurais pas dit ça il y a 3 ans. Hein. J'étais vraiment... J'étais très, très, très... patriote industriellement à l'époque. Ok. Un peu changé. Non, mais intéressant. Ouais. Super pour ta partie à toi, c'est-à-dire toi et ta communication. Tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que il y a des personnes, on en a parlé tout à l'heure, comme Justine Hutto avec Respire ou Guillaume Gibaud avec le slip français, qui prenaient énormément la parole au début de leur aventure et que j'ai l'impression que maintenant que leur marque est installée, ça dépasse presque un peu leur notoriété et du coup ils prennent beaucoup moins la parole. Toi, comment tu vois évoluer du coup ton propre personal branding pour la suite? Est-ce qu'il y a justement cette vocation à complètement se séparer, comme tu disais? Est-ce que c'est un objectif? Alors, peut-être même moins prendre la parole ou... Non, je pense que j'ai bien envie de prendre plus la parole, au contraire, mais sur des sujets que je trouve plus passionnants que ce que j'ai pu faire par le passé, des trucs qui me tiennent vraiment à cœur. Même politiquement, tu vois, c'est des choses... Non, j'aimerais pouvoir parler plus sur des sujets plus libres. Donc non, j'espère bien que je pourrais parler encore plus que ce que je fais. Et en revanche, par rapport à ce que tu disais sur... Alors, Justine Hutto, je ne sais pas du tout, parce que moi, je n'ai pas de réseaux sociaux en perso, comme je te disais, donc je ne sais pas trop ce qu'ils font par ailleurs. Mais j'ai vu que Guillaume Gibaud, il reprenait beaucoup la parole en ce moment. Ah, ok. Prépare quelque chose. Alors, c'est ce que je me suis dit. Je sais qu'ils ont beaucoup baissé leur prix aussi. Ils ont tout mis à 50%, enfin un truc assez massif. Ouais. Est-ce que c'est une opération de com de se remettre un peu en avant? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils reprenaient pas mal la parole. Ouais. Voilà. Après, je pense que aussi, le personal branding, c'est dur quand tu te prends des gros bad buzz avec ta boîte. Ça a été le cas du slip français récemment. Et donc, je pense qu'aussi, à un moment, tu as envie de te reculer parce que tu souffres trop, quoi, personnellement. Tu vois. Donc, je pense que le personal branding, c'est à double tranchant. Quand tout se passe bien, tout le monde t'adore. Quand ça se passe mal, que ta boîte va mal ou qu'elle fait un truc qui va pas, c'est pas ton fait, mais c'est ta boîte, tu prends cher aussi, tu vois. Ouais. Donc, voilà, il faut accepter. T'as eu des bad buzz, toi, justement? J'ai eu un bad des buzz. Trucs chiants à gérer, quoi? Ouais, pas chiant parce que c'était bien, c'est formateur, mais ça m'a vraiment saoulée. On a fait c'était il y a 2 ans, je crois, une opération, une promo pour la fête des mères, tu vois. Ouais. Un truc rigolo, pour toutes les fois où votre maman vous a passé le PQ, tu sais, au travers de la porte, tu dis « Maman, il n'y a plus rien », voilà. Bon, on l'a tous vécu, voilà. On fait la même chose pour la fête des pères quelques semaines après. Hein. Mais visiblement, ça n'a pas plu. Et donc, on s'est retrouvés sur un site qui s'appelle Pépites Sexistes. Ok. Voilà. Tu vois, moi, j'ai 70% de femmes dans ma boîte. Je suis une femme entrepreneur. j'estime que j'ai pas de leçon à recevoir de pépites sexistes, tu vois. Clairement, genre, ni de près, ni de loin, on peut me reprocher quoi que ce soit à ce sujet. Et donc, ça m'a vraiment saoulée. Et en fait, le thème, tu vois, je me suis dit, mais c'est absurde, en fait. C'est tellement absurde que j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Donc, c'est comme ça, on a fait cette promo fête des mères, on fait la même pour la fête des pères, et je rentre pas là-dedans. Mais personnellement, ça m'a quand même affectée parce que justement, j'ai l'impression que là-dessus, on peut pas me reprocher des trucs. Mais ils te reprochaient quoi, du coup? Parce que on disait que c'était les mères qui achetaient le PQ. Ah, d'accord, ok. Non, mais bon, voilà. Ouais, tu vois, sont allés chercher le truc. Ouais, mais de fait, ça t'attaque quand même personnellement, puisque tu prends aussi des trucs, évidemment, dans ce cas-là, en perso. Bien sûr. Ce que j'ai trouvé profondément injustifié dans mon cas, voilà. Ouais, je comprends. Ok, je comprends. Voilà, ce genre de truc, c'est ta boîte qui fait quelque chose, mais on l'associe quand même à toi, puisque je suis j'imagine, soit la fondatrice, soit la PDG. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces gens, mais en tout cas, voilà. Mais tu dis un truc carrément vrai. Enfin, il y a un moment où la communication personnelle veut dire aussi que tu dois aller assumer même les trucs qui ne dépendent pas de toi. Et c'était le cas pour le slip français. Guillaume Gibaud, le scandale est venu de ses salariés. C'est lui qui représentait la boîte qui s'en est pris plein la tête. Exactement. Et parce que la responsabilité remonte toujours, en fait. Exactement. Et surtout, avec l'époque, c'est très banal ce que je dis, mais des réseaux sociaux, c'est ça fois 10 000, et c'est impactant, voilà. Donc, je pense quand même que quand on crée son entreprise avec une marque forte,
faut avoir les épaules pour se prendre pas mal de trucs quand même. Ouais. Tu vois. Moi, je les lis même plus. Je lis plus les trucs. Et les filles me remontent pas les trucs. Ok. Voilà. Ouais. À part quand on te le dit directement, genre sur LinkedIn, sinon tu vois pas quoi. Sinon, je regarde pas. Je regarde plus. Je crois qu'il vaut mieux en fait. Ouais, exactement. Et ok, quelques petites questions perso pour terminer, si t'es d'accord, un peu plus perso. Bien sûr, ouais. Moi, je suis assez persuadé que l'écologie, ça commence par soi. Et t'as beau te parler d'écologie, mais tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un truc perso, une démarche personnelle. Et je voulais savoir comment tu gères ton quotidien de maman et d'entrepreneur. Je pose la question d'abord parce que moi, je vais être papa bientôt. Ah, super. et donc, je ne vais pas être maman, mais je me pose des questions sur comment je vais gérer parce que je voudrais être super bien, super dispo, être super organisé, etc. Et toi, je sais que tu as partagé ne pas avoir pris de congé mat parce que tu étais solo fondatrice. Les journées, elles font que 24 heures. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir les trucs que tu avais mis en place qui t'avaient permis de te libérer du temps et de l'énergie parce qu'il en faut pour des enfants et il en faut pour une boîte, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, en gros, quelque chose que moi, j'ai constaté, le fait de devenir parent, donc mère dans mon cas, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé de l'énergie dans l'existant, j'ai l'impression que ça te donne de la force en plus. Donc, en fait, je trouve que tu deviens meilleur en devenant parent dans le sens où tu trouves l'énergie, en fait. Tu la trouves... je te passe les détails de l'accouchement, tu te doutes que tu la trouves quand même, ton énergie, ne serait-ce que ta force physique. Et en fait, ça aide à se surpasser d'être parent, je trouve, parce que tu viens pas faire de la place, tu rajoutes, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est hyper fort. C'est que on a vraiment des reins beaucoup plus solides après. Et ça, j'en suis convaincue. Et après, pour la question du congé maternité, moi, il y a quelque chose... que j'ai la chance d'avoir Enfin, le papa de mes enfants est très... on est dans une égalité, voilà. On est peut-être parfois trop, d'ailleurs. C'est vraiment, tu vois, vraiment, on raisonne en 50-50. Et ce qui est absurde au début, puisqu'effectivement, moi, j'ai allaité mon premier, pas le deuxième, mais tu vas pas demander à mon mari d'allaiter, c'est complètement absurde. Donc, je sais très bien qu'il y a des choses qui se partagent pas. Et voilà, ça fait partie du jeu. Mais pour le congé maternité, il y a quand même, que tu sois salarié ou entrepreneur, il y a quelque chose que je trouve injuste. C'est que tu as des femmes qui sont entre guillemets obligées de prendre 3 mois et demi de congé mat, tu vois. Mais tu as des couples où la femme, 1 mois et demi, ça lui va très bien. Et peut-être que le mari, il veut prendre les 2 mois restants, tu vois. Et je trouve qu'il y a une espèce parfois aussi vis-à-vis des femmes, et notamment des femmes entrepreneurs, de culpabilité ou d'obligation de, entre guillemets, être dans une phase de chômage imposé, tu vois. Et c'est ça que je trouve qu'on devrait laisser le choix au couple, de dire, OK, il y a 6 mois, vous le coupez en 2 si vous voulez, il y en a un qui prend 1, l'autre qui prend 5, mais on laisse le choix. Plutôt que de partir de la logique de, il y a 3 mois et demi, on va rajouter pour le père ou pour l'autre, je ne sais pas. Tu vois, et donc moi, je le vois comme ça, le fait de ne pas avoir eu de congé, c'est mon choix, personne ne m'a forcé à le faire. Peut-être dû te prendre des remarques en plus. Voilà, c'est mon choix, et j'ai eu la chance d'emmener mes enfants au bureau. Enfin voilà, j'ai Jean, qui est mon deuxième, il est venu au bureau, j'avais un cosy dans mon bureau, et j'ai eu la chance d'avoir des salariés aussi qui ont accepté ça. Voilà. Ouais. Et un point important en tant qu'entrepreneur, si j'avais eu une salariée ou un salarié qui avait un enfant, je ne lui aurais jamais imposé le rythme que moi j'ai. C'est-à-dire que j'ai conscience que je le fais parce que c'est ma boîte, mais jamais j'imposerai à une salariée de ne pas prendre de congé mat, pas du tout, tu vois. C'est juste, moi je suis pour qu'on laisse les gens tranquilles en fait. Et donc si mon choix c'est de pas en prendre, en tout cas pas la façon dont les gens le prennent habituellement, ça me regarde. Et la question de l'organisation à ce moment-là, c'était les grands-parents, pour te répondre. Voilà. J'ai la chance d'avoir des grands-parents très disponibles et je suis très reconnaissante de ça. Voilà. Ok, ouais, c'est cool d'entendre ton témoignage. Mais je m'occupe aussi beaucoup de mes enfants. Tu vois, par exemple, le matin, je les emmène crèche et école. Le soir, une fois sur 2, je sors à 17h du bureau et je rebosse le soir. Enfin, j'ai un schéma, j'ai maintenant un rythme de vie qui est quand même très, très particulier. Alors que je pensais pas du tout en arriver là. Je pensais vraiment que j'aurais... Ouais, c'est vrai que je m'organise différemment, mais je m'en occupe beaucoup. J'ai pas de nounou, par exemple, tu vois. Ouais, ok. Donc ça fait la diff quand même. Hein. Ah, ok, donc t'es arrivé à t'organiser, à adapter leur gars pour être disponible pour eux dans leur temps éveillé, voilà, dispo. J'ai l'impression de les voir beaucoup quand même. Et il n'y a pas de magie, c'est du taf, une boîte, et donc tu retaffes le soir potentiellement. Il n'y a pas de magie, les enfants, c'est du taf aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je vais le découvrir. Attends, je ne sais pas encore. Voilà, je vais être parent dans 2 mois. Donc... Une fois que tu le sais, moi, ma politique, c'est de pas se poser trop de questions, tu vois. Ok. Voilà, c'est-à-dire une fois qu'ils sont là, de toute façon, tu vas faire quoi ? Si t'es pas content, si t'es fatigué, tu vas pas les laisser sur le trottoir. Donc tu baisses la tête, puis t'attends un peu que ça passe. Moi, vraiment, c'est quand même une vision que j'aime bien, de dire de toute façon,
on n'a pas le choix, et donc prenons-le avec bonne humeur, tu vois. Ouais. Voilà, les enfants, je trouve que ça marche comme ça. Merci, Voilà. merci de répondre. C'est une question un peu plus perso, mais je me pose toujours la question parce qu'on voit, enfin, on voit beaucoup de l'extérieur des autres sur les réseaux sociaux, et là on parle de tout ça depuis tout à l'heure. Tout le monde est super fort, tout le monde est parfait, etc. Mais beaucoup ont une vie de famille, il y a beaucoup de taf, et puis il y a des... Puis enfin voilà, il y a bien une sûr. réalité derrière, quoi. Ouais, tout à fait. Et notamment une réalité financière, ça je trouve ça important d'en parler par rapport à un podcast qui traite aussi du perso. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur et on a au début en tout cas, alors sauf peut-être des génies, mais au début on se paye pas comme des gens de notre âge. Tu vois, moi j'ai 33 ans, je me paye peut-être 3 fois moins que les gens de mon âge qui ont fait la même école. Et donc ça veut dire aussi que c'est un sacrifice pour mes enfants. C'est-à-dire que si ça foire, on va pas dire que je leur ai laissé beaucoup pour l'instant, tu vois. On n'est pas propriétaire, non, mais tu vois, ça veut dire que je leur constitue pas quelque chose. Mais tant pis, c'est-à-dire que je le fais pour d'autres raisons. Mais c'est juste qu'un jeune ou une jeune entrepreneur, à mon avis, doit en avoir conscience. C'est quand même des choix de vie qui sont compliqués. On n'a pas des prêts perso. Moi, je peux pas acheter l'appart que je voudrais. Enfin, les banques nous suivent pas. Mon mari aussi est chef d'entreprise. Donc, tu vois, on rentre dans des cases qui sont celles de chef d'entreprise en ce moment égale quand même danger, tu vois. Donc, ça impacte beaucoup le perso, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais, ok. C'est vrai que c'est hyper compliqué, notamment pour acheter un bien immobilier, une maison, un appart. Ah, tout à fait. Et en France, c'est CDI, quoi. Et encore plus en ce moment. Carrément. Mais petite question sur... On a parlé d'écologie. Tu vois, moi, j'ai des dissonances, tu vois. Moi, par exemple, j'ai une énorme dissonance. Moi, j'adore la nature. J'ai toujours aimé la nature. Okay. C'est pour ça que je suis retourné vivre là où je vis, dans la Drôme, là d'où je viens, et que Paris, j'adore, mais que j'ai besoin d'aller courir dans la nature. J'adore ça. Sauf que ma réalité, c'est que... Et quand j'étais petit, tu vois, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'avais aucune idée, mais je disais tout sauf un bureau, tu vois. Okay. Vraiment dehors, tu vois. Tout sauf un bureau. Voilà. Et j'avais pas d'idée précise, tu vois. Je voulais pas être président de la République parce que ça me paraissait être trop dans un bureau, alors que je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être moins dans un bureau que moi. Et tu vois, aujourd'hui, la réalité de mon boulot, la réalité de mon travail, mais c'est que le travail, il doit occuper presque... Et j'aime bien travailler, ça doit occuper presque 10 heures dans ma journée, en fait. Peut-être pas le travail efficace, mais en tout. Et ça se passe surtout devant un écran, tu vois. Et ça, c'est une énorme dissonance pour moi. Comment je peux être fan de la nature et de l'extérieur et avoir cette dissonance et vouloir la protéger. J'ai quelques croyances, quelques comportements écolos aussi, et être en déconnexion d'elle et face à un écran, tu vois. Et personne n'est parfait, ça c'est un truc que je voudrais résoudre. Et moi, je suis pas porte-parole là-dessus, tu vois. Et je me demandais, toi, qui est ambassadrice d'une consommation plus écologique, tu vois, plus locale, où toute la chaîne est raisonnée, sécurisée, comment tu gères ça par rapport à tes propres dissonances vis-à-vis de l'écologie, puisqu'on en a tous, quoi. Personne n'est parfait, quoi. Ouais, alors déjà, je prends toujours soin de préciser que je suis pas je suis pas écolo au sens politique du terme. Ça me paraît important parce que je veux surtout pas être ambassadrice de qui que ce soit là-dessus. Et après, sur l'écologie, tu vois, la plus grosse incohérence de Poppy et de moi, c'est le plastique, en fait. On a du plastique sur nos rouleaux. Enfin, c'est pas bien, on le sait. C'est aussi pour des raisons d'hygiène, mais quand même. Et donc, l'ambition, là, c'est de devenir un industriel et fabriquer que des packs qui sont emballés dans du papier. Donc, tu vois, j'essaie de garder cette vision pour me dire, ça, c'est vraiment la grosse dissonance, il faut améliorer ça. Et après, sur la partie Made in France, par exemple, moi, j'ai été élue entrepreneur de l'année par un label qui s'appelle Origine France Garantie, donc ça m'engage un petit peu. Mais j'ai quand même évolué, tu vois. Et je me dis, il n'y a pas de raison que je reste enfermée dans un schéma sous prétexte que un temps, je pensais que c'était la meilleure des choses à faire. Donc, je pense que la dissonance, elle vient aussi si on s'enferme et qu'on se dit, zut, j'avais dit ça il y a 2 ans, est-ce qu'on va penser que... Bon, j'ai dit ça, si j'ai évolué. Je trouve des arguments qui me paraissent convaincants, donc j'imagine que je peux convaincre les autres là-dessus. Et après, sur le perso, par rapport à l'écologie, vraiment que pour la partie écologique... C'est vrai que moi, ce qui m'engage le plus, je pense, c'est le fait de ne pas prendre l'avion depuis plusieurs années. Ça veut dire aussi que même par rapport à nos enfants, tu vois, on se dit, on accepte qu'ils ne vont pas visiter le monde, ils ne vont pas rencontrer d'autres cultures, tu vois. Et en même temps, c'est sûr, ça oblige à des choses et ça va changer leur façon de voir le monde aussi. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. C'est très engageant. Et après, les dissonances, j'ai été végane pendant un temps. T'inquiète que maintenant, je mange de la viande. Mais je mange de la viande quand même, pas n'importe où, mais quand même, j'en mange. Voilà, alors qu'avant, on n'aurait jamais mangé. Donc, on évolue. J'adore ça, en plus. Voilà.
Ouais. Mais je sais que ça, c'est un vrai problème pour l'écologie, ça, c'est certain. Ok. Et il y a des trucs dans ta... Du coup, tu as déjà eu des trucs où tu te dis dans ta com, mince, je suis pas à l'aise ou non. Là, tu Oui. te... Ouais. Ouais, il y a des trucs dans lesquels, oui, tout à fait. Notamment quand c'est des sujets un peu sociaux qui ne nous regardent pas. Tu vois, par exemple très simple, on parlait du fait de considérer fête des mères, fête des pères, machin, enfin bon, ça, Ouais. voilà. Autre sujet sur la famille. Nous, on est une marque familiale. C'est quoi la famille aujourd'hui ? Moi, je rentre pas là-dedans, en fait. Ah oui, j'avoue. Je rentre pas là-dedans, c'est pas mon taf, tu vois. Donc, en gros, si certains, mais des 2 côtés ou des 3 côtés, je sais pas combien il y a de côtés sur ce sujet de la famille. Très, très glissant. Voilà, glissant, pas mon sujet, en fait. Pas mon sujet parce que ça prend des considérations qui me dépassent. Et là, pour le coup, je me ferai pas l'ambassadeur, tu vois. Donc, en fait, il y a des sujets sur lesquels je préfère que Poppy n'intervienne pas, voilà. Parce que je trouve que, même au sein de l'entreprise, je suis sûre on pense différemment en tant que membre de l'équipe. Donc, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Moi, je sais ce que je pense. J'ai pas de problème à le dire, mais pas au nom de la boîte, parce que je trouve que c'est pas le sujet de l'entreprise. Voilà. Bon, là, on était en dehors du politique, tu l'as dit, mais bon, ton rêve, c'était quand même d'être président de la République. Donc, mais maintenant, j'aimerais plus. Donc, bon, c'est peut-être un peu short pour les prochaines élections. J'aime vraiment le business, tu vois. Mais si demain, pas demain, mais du coup, je sais pas, là, c'est les prochaines élections. Bon, 2027. Si 2027, t'es présidente de la République, ce serait quoi ta première mesure, tu vois, relative au sujet qui nous touche, à l'écologie ou au climat. Alors, je t'avoue que moi, je crois pas du tout au fait que l'écologie va se régler avec des votes ou des rapports et tout. Enfin, moi, je pense qu'il faut être hyper radicaux, malheureusement, parce que si tu n'interdis pas aux gens de faire les choses, c'est normal, ils vont continuer à les faire. Donc, moi, je suis un peu team Jancovici, à dire qu'il faut limiter les transports en avion des individus, pour des raisons... franchement, je suis contre, tu vois, quand j'entends que le trafic aérien explose. Je suis désolée de le dire, parce que j'ai conscience que ça aussi, ça va renfermer les gens sur eux-mêmes, puisqu'en ne voyant pas les autres, peut-être qu'on va finir encore plus par être enfermés. Mais je crois quand même que vraiment, toutes les études de tous les bords confondus montrent que le trafic aérien, c'est pas ouf. Voilà. Donc, c'est la manière la plus efficace de réduire l'impact. Regarde, pendant le Covid, la pollution était vachement réduite. Et c'est aussi parce qu'il y avait moins ce trafic-là. Il y avait d'autres raisons. Mais, donc, c'est vrai que j'aurais peut-être une mesure un peu radicale là-dessus. Merci. Pas que des amis, merci pour ton été. Oui, mais voilà. Après, les grandes présidentes ou les grands présidents sont les personnes qui se font pas que des amis et qui prennent des mesures courageuses. Ouais, je sais pas si ce serait suivi. Alors après, je pense que quand il y a des cas de force majeure, évidemment, l'idée, c'est pas d'être non plus fasciste jusqu'au bout. Mais quand même, limiter ça de façon coercitive, je trouve ça important, quoi. On le fait peut-être pas de nous-mêmes. Tout le monde le fait pas de soi-même, en tout cas. Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais, merci pour ton honnêteté. Quelle est la dernière question ? C'est quoi la meilleure manière de te suivre, de te joindre ou de bosser, de travailler avec Poppy ou de se faire livrer du Poppy ? Alors, c'est d'aller sur le site poppy.co pour se faire livrer, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Et pour me contacter, sur LinkedIn, je réponds toujours. Après, j'ai des messages automatiques pour les démarchages, mais je réponds quand même, parce que je me dis qu'on ne sait jamais, justement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera content ou qui voudra me parler d'un autre truc et que ce sera passionnant. Il y a un humain derrière l'automatisation. Ouais, quand même. Non, mais d'ailleurs, les gens répondent souvent, c'est marrant, dans mes réponses aux mails automatiques, les gens me répondent « Merci beaucoup d'avoir pris le temps ». Et je me dis, du coup, tiens, la personne a répondu et ça peut amener autre chose, tu vois. Donc, voilà. Ça me paraît important. Donc, sur mon LinkedIn, je réponds toujours. Sauf des trucs vraiment où je sens que la personne n'a même pas checké ce que je faisais. Là, je me dis, si on m'appelle, je sais pas, moi, Vincent, alors je m'appelle Audrey, bon, quand même, il y a un minimum, quoi. Ouais. Regardez au moins mon prénom. Et le nom de ma boîte aussi, je trouve que c'est un intérêt pour la personne. Voilà. Mais poppy.co, en tout cas, pour Poppy. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Trop cool ce partage.